Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Julie Hainaut, journaliste et autrice qui a subi il y a 4 ans, et c'est toujours le cas aujourd'hui, un cyberharcèlement d'une violence indicible. Enfin, justement, j'ai à cœur que la parole de Julie soit entendue à nouveau, et surtout que vous essayiez, vous, chères auditrices et auditeurs, de vous représenter Julie en tant que personne. Parce que ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, et c'est justement une des nombreuses horreurs du cyberharcèlement, c'est qu'il invisibilise. Julie, elle n'est pas que victime ou témoin de cyberharcèlement. Elle est journaliste, elle est autrice, elle a beaucoup voyagé et vécu notamment 15 ans en Afrique. Elle donne des conférences sur le cyberharcèlement, elle intervient régulièrement en école. Elle est, au fil du temps, devenue experte en cyberharcèlement malgré le rôle de témoin dans lequel la société a tendance à la cantonner. Car lorsqu'on est une femme et une victime, on vous préfère dans le rôle de témoin. On ne mesure pas à quel point, et c'est le cas pour Julie, vous pouvez faire avancer les choses. Julie, elle est aussi engagée. Elle est membre de Prenons la Une et la cofondatrice du book club féministe Female Gaze Book Club. Son histoire, elle est fondatrice en matière de cyberharcèlement, car c'est la première de cette ampleur. Il y aura un procès et un appel suite à la décision. Vous entendrez dans cet épisode que oui, le cyberharcèlement, c'est terrible et que c'est un réel traumatisme, mais tout ce qu'il y a autour est tout aussi traumatisant, voire plus. Et que la dimension misogyne imprègne chaque pan de ce phénomène qui agresse encore Julie aujourd'hui, 4 ans après les faits. Bonjour Julie, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Merci d'avoir accepté de parler de cet épisode de ta vie, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, merci en tout cas de me recevoir et je suis ravie d'être là, en tout Ouais. cas. Les gens qui entendent cet épisode ne voient pas, mais on est installés, on a fait un espèce de système D avec un micro, on est de part et d'autre sur un canapé avec le micro entre nous deux posé sur un carton, mais c'est très bien comme ça. C'est un épisode spécial pour moi aussi parce que c'est le premier que je fais en ayant mon interviewé en face de moi et pas à distance. Voilà, c'est une petite émotion pour moi aussi. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et de quoi traitait l'article? Oui, juste par rapport au terme épisode, je dirais plutôt que c'est pas un épisode parce que c'est pas terminé si tu veux, c'est un truc qui continue en fait, qui je garde encore les stigmates de Ouais. de ce qui s'est passé. C'est pas un épisode, c'est plutôt ça fait partie, c'est une expérience, je sais pas comment l'appeler, mais pour répondre à ta question, en fait, j'ai écrit un article en 2017 sur un nouveau bar, un bar à cocktails et les patrons du bar ont eu des propos, assez choquants sur la colonisation. Des propos que j'ai enregistrés avec leur accord, hein, sur des termes, pas très, pas très chouettes en fait sur la colonisation et donc j'ai tout retranscrit dans un article, hein, un article très factuel. Et l'article est paru et il a été partagé des centaines de fois sur les réseaux sociaux. Il a été largement, commenté, par, des trolls, ce qui est Ouais. assez, normal, classique, malheureusement, dans le quotidien d'un journaliste ou d'une journaliste. C'est-à-dire que les gens donnent leur avis, sur ton boulot et ça aurait pu s'arrêter là, tu vois? Donc je recevais plein de notifications, c'était vraiment dur à vivre, mais ça aurait pu s'arrêter là. Et en Sauf même temps, que beaucoup de soutien. C'est-à-dire que tu avais plein de gens qui étaient d'accord avec l'article, oui, oui, bien ouais, en sûr, disant qu'ils étaient eux aussi outrés, bien sûr. ouais. Mais tu vois, on a remis en cause, mon job, en fait. Les gens n'étaient pas sur place, ils n'ont rien vu, rien entendu, mais ils savent mieux que toi, en fait. Ouais. Mais bon, ça, c'est un peu la vie et les réseaux sociaux. Les Mmh. gens, te donnent leur avis, tu leur as rien demandé et c'était assez dur à vivre, mais en même temps, c'était, voilà, je me suis dit: «Bon, ça va s'arrêter là» et voilà, quoi. C'est les trolls, en fait, à un moment, ils changent de sujet, Ouais. tu vois? Attends, mais Ils rappelle-moi parce que moi les trolls en fait, c'est quoi? C'est des Les vrais gens? trolls, c'est des vrais gens, c'est des gens qui sont là pour pourrir le débat, en fait.
Ouais, par exemple, tu parles d'un sujet sur le basket et c'est quelqu'un qui va te parler de foot, tu vois? Ouais. Enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens et du coup, il suffit de pas leur répondre et puis ils s'arrêtent, ils vont trouver un autre sujet, une autre cible et puis voilà. Les harceleurs, c'est un peu différent, c'est-à-dire que quand tu es leur cible, que tu leur répondes ou que tu ne leur répondes pas, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne te lâchent jamais et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que 2 3 jours après ça, bon, je dormais pas parce que j'avais des notifications tout le temps. J'ai essayé de suivre et il y a une notification qui m'a un peu interpellée parmi, des milliers de notifications. C'était indiqué, «Tu as été humilié sur ce site». Donc j'ai cliqué, Ouais. et je suis tombée sur un site, néo-nazi, démocratie participative, qui se déclare le site le plus raciste, sexiste, homophobe, enfin tout ce Ouais. qui va avec, de Ils en la sont fiers. fachosphère. Ils en sont hyper Ouais. fiers. Il existe toujours ce site? Ouais, OK. il existe. Alors il change de nom, de domaine, mais, d'extension, mais il existe. Et donc, il y a un article, sur moi, il est intitulé l'article «Lyon, une pute à nègre féministe veut détruire un bar à Rome colonialiste, mobilisation». Donc sur le coup, je suis assez, choquée, tu vois? Je Bien suis sûr. assez choquée et apparemment, selon eux, je suis aussi, une grosse pute à nègre féministe, une louve terroriste, une traîtresse à ma race et je dois être traitée en tant que telle, une hyène puante qui doit goûter à sa propre médecine, à savoir être violée par un Gabonais sidaïque. Et puis si je peux crever aussi, c'est bien quoi, tu vois? Ça les arrangerait qu'on me viole et qu'on me tue. Mmh. Ouais, ce serait bien, tu vois? Et tout ça, c'est joyeusement illustré de vidéos et de photos de Goebbels, d'Hitler, d'esclaves, de moi, quand j'étais à Kigali, ou à Dakar. Et donc ils communiquent toutes mes coordonnées et ils appellent à ce que je sois, violée et tuée, en gros, clairement. Et donc là, tu découvres, que non seu enfin, en gros, tu découvres qu'ils connaissent ton adresse, en fait, c'est ça? Bah, ils connaissent tout, ouais, ils connaissent tout. Et là, mon premier réflexe, c'est d'aller, à la police, en fait, d'aller déposer plainte. C'est vraiment le premier réflexe que j'ai, un peu naïf, en fait, tu vois? Un réflexe un peu naïf de se dire: «Ah ben tiens, il y a la police, on va m'aider», Ouais, alors mais que clairement pas. Donc je dépose des plaintes, mais à l'époque, le mot cyberharcèlement, on le connaît pas. C'est-à-dire que moi, je parle de harcèlement, je parle de cyberharcèlement et j'en parle au policier en lui disant aussi, que je suis journaliste et cetera. Donc il me dit: «Oh bah, c'est rien, c'est pas grave». Mais il prend quand même ma plainte, mais pas pour cyberharcèlement, c'est un mot qu'il ne connaît pas. ouais. Je lui parle de Twitter, de Facebook, des réseaux sociaux, il ne sait pas ce que c'est, en fait. Il me dit d'éteindre mon ordinateur, que c'est rien. Et moi, à l'époque, j'ai pas de ressources, j'ai pas de modèle, j'ai pas de, j'ai jamais vu ça, Ouais. vraiment, en fait. Donc je sais pas quoi faire, donc je dépose plainte en me disant: «Bah, la plainte est prise, bah, ils vont faire leur job», tu vois? Et je me rends pas compte à l'époque que je mets le pied dans un truc où je vais déposer au total une quinzaine de plaintes sur 4 ans. Et encore, il y a plein de plaintes que j'ai pas déposées. Maintenant, je dépose plus forcément plainte systématiquement parce que j'en suis un peu revenue. Mais voilà, et du coup, donc je te passe les détails, des policiers, du juge d'instruction, de toutes mes démarches, de mon employeur, resté complètement silencieux, pendant toute cette période. Attends, on Mais précise quand on même que en ton employeur était, quand l'article a été publié, ce paragraphe, il était OK. C'est-à-dire qu'en gros, c'était, lui, en gros, il t'a dit: «OK, on publie», Oui, oui, bien sûr. En ouais, fait, les gens ne connaissent pas la fabrique de l'information. C'est-à-dire que quand tu publies un article, il est validé par le rédacteur en chef. Là, il a aussi été validé par le directeur de publication et relu par l'avocat, du petit bulletin. OK. C'est-à-dire que c'était, OK. Et les gens, beaucoup de personnes en tout cas, m'ont fait le reproche en me disant: «Ah bah, elle écrit n'importe quoi», bah, non, en fait, déjà j'écris pas n'importe quoi et surtout ça a été relu, validé, enfin, c'est le principe en Ouais, fait bien sûr, ouais. d'un journal. Et donc, il y a aussi plein de gens pendant tous ces 4 ans qui m'ont attendue en bas de chez moi, qui m'ont suivie, qui ont sonné à ma porte la nuit. Voilà, mais en Mmh. gros, il y a un harceleur parmi des milliers qui a été traduit devant la justice et il a été condamné en décembre 2019 il a été condamné à 6 mois de prison, avec sursis. Il a interjeté appel et il a pris l'avocat de Soral et de Dieudonné, donc ça donne un peu le ton, Ouais, du mec, complètement. quoi. Et il a été relaxé en décembre 2020 pour un vice de forme, en fait, parce qu'il y a eu une erreur de juge d'instruction. Et c'est la décision de la cour d'appel, elle a pas empêché les harceleurs de se taire, au contraire, tu vois? Donc Ouais, tu as eu l'impression que parce que justement le jugement disait en gros, il sera pas condamné, ouais. le cyberharcèlement, il a continué? Mmh. Bah, oui, en fait. C'est-à-dire que le cyberharcèlement, il continue quand, en fait, quand tu parles, quand tu reprends la parole, quand tu te tais, quand tu existes plus, c'est OK.
du coup. Ça empêche la menace d'être visible, de se taire. Donc c'est hyper pratique, c'est hyper reposant pour le cerveau de se taire, de rien dire. Et mais du coup, la menace, elle est toujours là, mais elle est pas visible, tu la vois pas. Et du coup, ça te repose quand même, tu vois. Et comment ils ont retrouvé, cette personne, en fait? C'est-à-dire qu'il y a eu une équipe, la police s'en est chargée? Enfin, tu vois, ils ont fait une enquête, Ouais, alors je sais pas vraiment s'ils ont fait une enquête parce que le boss de ce site, il Ouais, est hyper connu, c'est un multirécidiviste condamné à plusieurs reprises pour haine raciale, incitation à la haine raciale plutôt. Il est exilé au Japon. ouais. On sait qui c'est. Il y a le procureur de Quimper qui considère que c'est le nouvel Hitler. C'est c'est hyper inquiétant et moi, le juge d'instruction m'a dit, en gros, hein, textuellement, c'était écrit, hein: «OK, c'est lui, mais il est trop loin pour qu'on aille le chercher». Sauf qu'en fait, on peut faire condamner quelqu'un par contumace, tu vois? On peut Ouais, le faire complètement. condamner, moi, j'avais pas besoin d'argent, j'avais juste besoin, qu'on dise: «Oui, Mmh. effectivement, c'est lui» et tout le monde sait que c'est lui. Donc ils sont allés chercher un harceleur parmi des milliers, mais parce qu'il avait pas de pseudo. En fait, la police n'a pas les moyens, n'a pas, de formation et surtout, ils ont souvent pas de volonté, tu vois? Ouais. Et est-ce Donc que tu as l'impression, parce que donc là, c'était il y a plus de 4 ans, ouais. les choses, elles ont évolué. Est-ce qu'on en parle plus? Est-ce que tu as l'impression que maintenant, si tu as je sais pas si ça existe encore, des plaintes pour cyberharcèlement? Est-ce que si tu refaisais la même chose aujourd'hui, est-ce que tu serais un peu plus accompagnée ou pas? Aujourd'hui, ce serait différent. Ouais. Je dis pas que ça marcherait, mais ce serait différent. Déjà, je déposerais plainte auprès, pas à la police directement, j'irais directement auprès du procureur. OK, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ouais, Tu peux c'est déposer oui, plainte directement auprès du ouais procureur? et hem et ouais, je ferais plein de choses différemment, mais oui, c'est mieux pris en compte. Après, tu as quand même, à la police, la plupart du temps, une minimisation de ce que tu dis et tu dois te justifier, en fait, de ce que tu vis. Moi, il y a une fois où j'ai été reçue par une policière absolument géniale, qui m'a gardée 1 heure et qui m'a dit: «Je vais me faire taper sur les doigts parce que je peux pas vous garder plus de 10 minutes» et elle dit: «Je prends le temps». Elle a été super, mais ça m'est arrivé une fois sur, enfin, tu vois, j'ai fait du forcing, tu vois? Quand j'étais à la police et qu'on voulait pas prendre ma plainte, je partais pas sans qu'on prenne pas ma plainte, Et en pourquoi ils fait. voulaient pas prendre ta plainte? Parce que, Bah, parce qu'ils ouais, savent enfin, c'est une matière qui est tellement nouvelle, ils savaient ouais, pas ce que c'était, si tu veux. Puis, en fait, avant que tu arrives, au sein du commissariat, quand tu sonnes déjà, donc tu dis à l'interphone pourquoi tu viens, donc tu dis le mot cyberharcèlement, déjà ils ne comprennent pas, donc ils finissent quand même par te laisser rentrer et ensuite, il faut te raconter toute l'histoire, donc quand oh là là. enfin, tu vois? Toute la genèse du truc et c'est long à raconter parce que tu as plein enfin bon bref, Ouais. Non, non, bah, voilà. c'est C'est est-ce que tu peux nous raconter, enfin, nous expliquer les conséquences, physiques, et même pratiques dans ton travail que ça a eu? Parce que ouais, j'ai cru voir que tu donnais des cours et que tu as dû arrêter. ouais. Bah, les conséquences sont assez désastreuses, c'est-à-dire que ça t'impacte sur ta vie pro et ta vie perso, sur ta santé physique et ta santé, mentale. En fait, tu as une sorte de tu plus de repères, en fait, quand ça t'arrive. En fait, le cyberharcèlement, m'a rendue étrangère à ce que j'ai de plus intime, donc ma famille, mes amis et moi-même et ça a clairement bouleversé ce que je pensais acquis, ma sécurité, et ma liberté. Vraiment, je pensais que c'était acquis et ça l'est pas du tout. Alors j'étais peut-être naïve, mais en fait, c'est un traumatisme, le cyberharcèlement. Je l'ai pas compris tout de suite, en fait. C'est à force de voir des psys et aussi parce que je me sentais surveillée tout le temps, en fait. Dès que j'allais dans la rue, j'avais l'impression qu'on me surveillait, chez moi aussi, partout et du coup, j'avais l'impression d'être parano et je me suis dit: «Bah, je suis complètement folle, je vais voir un psy, peut-être que c'est moi qui ai un problème, en fait», parce que tu te Ouais. culpabilises, clairement et donc c'est des psys, j'ai fait de l'EMDR aussi, qui m'ont expliqué: «Non, en fait, vous n'êtes pas parano, vous êtes très saine, c'est juste que vous avez vécu un traumatisme et du coup, vous avez développé du stress post-traumatique» et donc le stress post-traumatique, c'est l'évitement. Tu te mets dans une bulle comme ça, tu es sûre de ne pas réactiver le trauma. C'est l'épuisement aussi, clairement et c'est surtout le fait de te taire, en fait. Tu veux plus forcément voir les gens, parce que les gens ne te comprennent pas. Donc en fait, tu as plus envie de les voir parce que tu es Ouais. pas comprise, donc tu t'isoles et du coup, tu deviens invisible et tu n'existes plus. En gros, c'est ça. Pour répondre à ta question,
qui était au niveau pro. Oui, du coup, j'ai arrêté de donner des cours à la fac parce que j'avais. Bah, il y a eu une petite anecdote, c'est qu'il y a un étudiant, à un moment, j'avais demandé de faire des reportages et il y en a un qui m'a dit: «Ah bah viens, je vais faire sur les néo-nazis» et je lui ai dit: «Ben non, en fait, non». J'avais peur, en fait, parce qu'il me dit: «Ah, je peux donner votre nom, quand je fais une interview, avec un néo-nazi?» Ben non, en fait, non, je veux pas. Donc et j'ai eu très peur, en fait, alors que cet étudiant, n'avait pas forcément, une mauvaise Oui, enfin, oui, tu vois? oui. Il y avait rien derrière de mauvais et du coup, j'ai arrêté et en fait, tu perds, clairement, confiance, en toi, il y a ton identité, ton intégrité qui volent clairement en éclats et les gens, ils sont pas armés, pour t'aider parce que ça ne se voit pas, tu vois? Tu as pas un bleu sur la tronche, ça se voit pas, en fait, ce qui t'arrive et et c'est super compliqué à vivre, donc tu t'isoles et puis, aussi ce que ça implique quand même le cyberharcèlement, ce traumatisme et cetera, c'est, tout ce qui est victim blaming, c'est-à-dire on te dit: «Bah, tu éteins ton or tu qu'à éteindre ton ordinateur, mais tu es trop sensible, tu prends les choses trop à cœur, mais c'est rien, c'est pas la vraie vie, c'est rien ce qui t'arrive» et moi, ce genre de discours, je trouve ça m'inquiète énormément parce que du coup, c'est méconnaître ce qu'est le cyberharcèlement et ce que ça implique, tu vois? Ce qu'implique le cyberharcèlement, le stress post-traumatique. Ça veut dire qu'en gros, tout te ramène, c'est-à-dire que dès que tu allumes dès que tu regardes ton téléphone, si tu vas sur des réseaux, et cetera, tu auras toujours un truc, tu vas toujours recevoir tout te ramène à ça, en fait. Ouais, Tu reçois des mails, tu reçois des messages, des oui, notifications, et ça, c'est en continu. c'est en continu et les gens qui te disent, «Bah non, mais c'est rien, c'est juste des mots». Parce qu'ils l'ont pas Et vécu, ouais. ils l'ont pas vécu et surtout de dire ça, c'est que moi je veux pas enfin, c'est comme si tu banalisais la haine, comme si c'était Complètement. normal d'être menacé de mort et de viol, il fallait s'habituer à ça. Moi, j'ai pas du tout envie de m'habituer à ça. J'ai envie de continuer d'être révoltée par ça, tu vois? Et puis c'est hyper jugeant de la part de ces personnes, parce que déjà ils ne l'ont pas vécu, mais après je pense qu'on peut comprendre les choses sans forcément les vivre. Il faut juste être un petit peu empathique, tu vois? Un minimum. Mais, mais parce qu'en plus d'avoir, un avis sur la façon dont j'aurais dû exercer mon métier, au départ, comment j'aurais dû écrire l'article, il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur la façon dont je devrais vivre le cyberharcèlement. Tu sais, quand on me dit parfois, «Ah mais tu devrais tourner la page», c'est comme: «Tu devrais, Yaka Faucon», Ouais. non, en fait. Cette expression «tourner la page», moi, elle m'insupporte parce que ça fait partie de moi. Au contraire, moi, j'accepte ce qui m'arrive et c'est comme ça que j'avance. Je tourne pas la page parce que l'affaire est encore là, en fait. En plus, ça veut L'histoire est dire pas quoi tourner la terminée. page? Ça veut dire, en fait, C'est arrête d'en parler. bah, c'est ça. Arrête de nous saouler avec ça, quoi. Surtout que je n'en parle jamais, en Ouais. fait. Je n'en parle pas parce que je suis pas entendue. J'en parle qu'aux personnes qui vraiment m'écoutent et je pense qu'il y en a 2 sur cette terre, tu vois? Qui Mmh. peuvent, vraiment m'entendre. Sinon j'en parle pas et quand on me pose la question, je commence à raconter mais peux assez facilement voir que ça embête les gens donc j'arrête. Je veux pas embêter les gens avec cette histoire, tu vois? Ouais. Puis cette histoire m'est arrivée mais c'est pas ce qui me enfin, elle fait partie de moi, mais je suis autre chose que cette histoire, tu vois? Moi, j'ai fait un pas de côté par rapport à cette histoire. La page n'est pas tournée parce que c'est une expression de merde. Cette histoire fera toujours partie de moi, mais j'ai fait un pas de côté, c'est-à-dire que j'ai plus de recul et je vais mieux, tu vois? J'ai Enfin, fait de l'EMDR moi aussi et quand tu parles, tu dis: «Ça fait partie de moi et en même temps je suis autre chose», c'est exactement ça. Enfin, ouais, je me c'est ça. reconnais tellement dans ce que tu dis, même si j'ai pas été victime de cyberharcèlement. C'est assez fou. Quand ça t'est arrivé, est-ce que tu t'es dit, «C'est arrivé à d'autres personnes»? Est-ce que tu as essayé de voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient subi ça? Ou c'était vraiment un truc hyper nouveau? Tu t'es sentie hyper seule? Moi, je me suis sentie hyper seule. Il y a une journaliste qui m'a contactée, qui avait vécu du cyberharcèlement et qui m'a contactée, pour m'aider, Ouais, Marie Kirchen, qui a d'accord. été géniale. Qui m'a un peu aiguillée, mais c'est vrai que j'avais pas vraiment de ressources et de points j'ai un peu fait des recherches, mais il y avait rien et puis tu es en fait, tu es lâchée comme ça, tu sais pas quoi faire. Tu sais pas qui contacter, tu Ouais, parles aux avocats, ils connaissent pas trop ce sujet, c'est c'est compliqué, quoi. ouais. Par rapport aux réactions de ton employeur, j'ai lu dans un article, je crois que c'est un article de Libé, qui dit, je cite: «Depuis 3 ans», donc l'article date un peu, mais «Depuis 3 ans, Julie Hainaut n'a reçu aucun soutien, ni financier, ni juridique, ni même moral de la part de sa rédaction, restée silencieuse depuis le début de l'affaire». Alors j'ai une question un peu naïve, pourquoi ils ont rien fait, rien dit? Eh ben, c'est une très bonne question, je pense qu'il faudrait leur demander. J'imagine En qu'on leur fait a déjà posé, non? ouais, on leur a déjà posé la question,
Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont une sacrée responsabilité parce que l'employeur a une responsabilité envers ses salariés et une obligation de veiller à la sécurité, à la santé physique et mentale de ses salariés. Et c'est une obligation, c'est pas genre, ah, on va essayer. En plus, ils n'ont même pas essayé. Donc, mais c'est vraiment une réelle obligation. Et oui, effectivement, il n'y a eu ni soutien ni moral, ni financier, ni judiciaire, ni juridique, ni médical. Aucune prise en charge, parce que j'en ai dépensé du fric en psy et en médecin. Et ils se sont murés dans le silence, ce qui est assez inquiétant et ce qui est assez ridicule. Je pense que je l'aurais vécu différemment si j'avais eu ma rédaction derrière moi. C'est même une évidence. Alors, c'est vrai que j'avais remarqué que l'empathie et la solidarité, c'est pas ce qui caractérisait le plus mon employeur, tu vois. C'était pas flagrant, c'était pas un truc où je me suis dit, de toute façon, il est très empathique. Mais en même temps, on avait des relations très bien, tu vois. Mais de là à lâcher sa journaliste, c'est un gap assez conséquent. Et je me rappelle à l'époque, et même récemment, mais à l'époque, j'étais complètement dans le flou et j'avais pas cette notion d'avoir vécu le traumatisme. Il y a des journalistes qui m'ont beaucoup interviewée, et à chaque fois, la question, c'était comment vous réagissez face au fait que toute la profession vous soutient, sauf votre employeur? Pourquoi il ne vous soutient pas? Et moi, j'avais pas envie de parler, je voulais pas dire ça, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose si je savais que c'était pas normal de pas être soutenue, mais j'osais pas le dire, en fait, si tu veux. Et c'est après que j'ai compris, en faisant une thérapie, c'est que dans le stress post-traumatique, tu développes un phénomène de tu peux développer un phénomène de dissociation, de dépersonnalisation, où tu as juste envie de revenir à ta vie normale. Donc tu as envie que la normalité, comme tu étais avant, avec les relations cordiales avec ton employeur, continue, en fait. Donc tu mets de côté un peu cette histoire et tout en sachant, je me disais, mais Julie, tu te rends compte ce qu'ils t'ont fait et en fait, tu continues à avoir des relations normales alors qu'ils ont juste été... ils t'ont pas soutenu et là, tu es en train de te battre toute seule contre un article qui t'a été commandé quand même, tu vois. Et quand j'ai compris que c'était un phénomène de dissociation et que c'était normal, ça m'a vachement aidée de comprendre ça, mais en tout cas, ils ont une sacrée responsabilité et je trouve leur réaction assez ridicule, en fait. C'est très bas, très petit. En plus, tu te dis, comme tu dis, il y a un côté, en fait, tu protèges pas ton équipe. Enfin, je veux dire, tu protèges pas les gens. C'est ça ton rôle quand tu es un directeur de rédaction, quand tu es rédac en chef, quoi, c'est soutenir ton équipe dans un truc aussi grave et qui a des conséquences aussi fortes. Moi, je ne comprends pas qui dorment bien la nuit. Enfin, je suis hyper... Peut-être qu'il y a tellement un manque d'empathie qui fait qu'ils dorment bien la nuit. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à se regarder dans la glace, je ne sais pas. Moi, je trouve ça malheureux. Je pense qu'il faut être malheureux pour être aussi dur envers les autres, tu vois. Moi, je les plains, en fait. Je les plains, vraiment. Pourquoi tu penses que j'ai l'impression que, en préparant cette interview, j'ai regardé, c'est vrai qu'on a l'impression que le harcèlement en ligne, ça touche que les femmes. Pourquoi? En fait, Internet, c'est le miroir de la société. Et les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Ils reflètent vraiment la société, notre monde, clairement. Et c'est un monde dans lequel les attaques sur la religion, le genre, les origines, le physique sont en augmentation constante, tu vois. Et le cyberharcèlement, c'est en fait la suite des violences qui existent déjà, que ce soit dans la rue, que ce soit au boulot, que ce soit à l'école. Donc c'est vraiment la suite logique, en fait, de ce qui existe. Et alors évidemment, en ligne, il y a un effet de meute, tu vois, un effet de foule où c'est beaucoup plus... t'as l'impression qu'il y en a beaucoup plus, en fait, sauf que c'est juste une suite logique. Et le cyberharcèlement touche particulièrement les femmes, parce que patriarcat. Et ça touche les personnes minorisées et les minorités, de toute façon. Donc, en plus, ça a été ultra documenté, tu vois, par Amnesty International, l'ONU, enfin, il y a eu plein de choses, c'est documenté, c'est une réalité, en fait. Et c'est partout dans le monde entier comme ça? Ouais, c'est partout. Et maintenant, toi qui vis ça, enfin, qui a encore les conséquences de ce cyberharcèlement, c'est 5 ans plus tard, c'était il y a 5 ans maintenant? 4 ans. Non, c'était il y a 4 ans, excuse-moi. Est-ce que les pouvoirs publics ont avancé? Est-ce qu'il y a des réponses juridiques qui ont été apportées?
Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a une mini prise de conscience sur ce qu'est le cyberharcèlement, mais qui est pas encore, hyper là. Mais il y a peut-être une prise de conscience, mais la prise de conscience, elle est intéressante si elle est suivie des faits. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de blabla autour du cyberharcèlement. Il y a beaucoup de com, beaucoup de récupération politique, moi, qui me font assez gerber d'ailleurs. Et il y a vraiment une impuissance de l'État aujourd'hui à protéger ses citoyens et ses citoyennes. En tout cas, je pense qu'il faut aller au cœur du problème et s'attaquer, le cœur du problème, c'est de faire disparaître, en fait, les rapports de domination qui existent, aujourd'hui et qui constituent, la société, en fait. Si tu vas pas au cœur du problème et si tu as pas conscience que ce sont les personnes, minorisées et les minorités qui sont le plus, discriminées, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est toujours bien d'aller rechercher les auteurs et de les punir. C'est important, mais Peut-être qu'il y a... c'est pas suffisant. Et tu s'il vois. y avait aussi le côté qui est moins l'anonymat, en fait, non? Enfin, je veux dire, si on pouvait... Mais personne n'est anonyme sur Internet. Pour moi, c'est un faux débat, l'anonymat, Ouais. parce tout le monde est, on peut te retrouver, c'est juste qu'on n'a pas les moyens de te retrouver, Ok. mais Ouais, tout mais le c'est monde a une intéressant que tu adresse. dis ça. On peut te Ouais, retrouver, mais en fait, on bien met pas sûr. les moyens Ouais, pour retrouver les ouais, centaines de personnes qui t'ont ouais, insulté, qui t'ont menacé. ouais. Ce qui est... Donc, en fait, c'est-à-dire que ces gens-là, ces personnes-là, n'ont pas peur, en fait. Non, Elles n'ont pas peur. se disent pas, mince, on risque de me retrouver. Non, bah oui. Non. Parce qu'une fois que tu as une adresse IP, on peut te retrouver. Et l'anonymat et le pseudonymat aussi, ça permet de garantir quand tu es, dans mon cas par exemple, si c'est quand même plus safe d'avoir un pseudo en fait. Comme ça, on ne peut pas te retrouver si facilement. Donc pour moi, c'est un faux débat de lever l'anonymat. C'est Macron qui voulait ça. Alors, je ne sais plus où il en est sur cette histoire, mais il voulait lever l'anonymat. Mais non, en fait, complètement ridicule. C'est vraiment ne pas comprendre ce qu'est le cyberharcèlement, tu vois. Et aujourd'hui, il y a aussi... aujourd'hui, on reste focus sur la répression, sur vraiment, enfin voilà, c'est le grand truc, la répression. Et je pense pas que la solution pour combattre le cyberharcèlement et la haine en ligne, c'est de ne réprimer pénalement que les symptômes. Tu vois, c'est nécessaire d'aller rechercher les auteurs, les harceleurs et de les punir. C'est vraiment nécessaire. Et... Mais ça suffit pas, Ouais. ça suffit pas. Si tu vas pas à la base, c'est juste mettre un pansement sur un truc, c'est pas aller voir le cœur du problème. Tu vois, comme ça, spontanément, j'ai une phrase, je sais plus, je voyais ça, quelqu'un qui disait « Éduquez vos fils ». Désolée, je vais faire un raccourci un peu facile, mais les personnes qui harcèlent, le cyberharcèlement, c'est principalement des hommes. Ouais, bien sûr. Ouais, bah... Et puis c'est toujours à caractère sexiste et sexuel. Moi, toutes les menaces que j'ai, c'est toujours sexuel. Toujours. Ouais, donc il y a quand même un vrai problème de prévention, d'éducation, Ouais. Et ouais, de misogynie, c'est hallucinant, quoi. Exactement. Comment toi, tu vas aujourd'hui? C'est une très bonne question, mais c'est une question assez compliquée. Ça va mieux. Ça va. Ça dépend des jours, tu vois. Toutes ces injonctions à aller bien, à aller de l'avant, à tourner la page, comme on disait, qui sont hyper culpabilisantes, ouais, ça m'agace clairement. Mais ça va mieux. Après, j'alterne un peu entre des phases d'asthénie complète où j'ai juste envie d'oublier ce monde maltraitant et d'aller me coucher et d'oublier, tu vois. Et il y a des moments et des phases où d'un optimisme énorme, j'ai envie d'aller déposer 15 milliards de plaintes et de foutre le feu partout, etc. Et je suis toujours dans cet entre-deux. Alors, il y a le côté foutre le feu qui est un peu plus... qui va de mieux en mieux, tu vois. Mais c'est lassant. C'est lassant de se battre, c'est lassant de se battre seul. Alors, je ne suis pas complètement seule dans le sens où, quand même, pour mon procès, le Syndicat national des journalistes et Reporters sans frontières étaient partie civile. Donc, j'ai vraiment un gros soutien de la profession. Et mon employeur n'était pas partie civile, ça coûte 0 € de se constituer partie civile, rappelons-le. Ouais, c'est hallucinant. Ils se Ouais. sont désolidarisés. C'est exactement ça. Ouais. Mais du coup, si tu veux, oui, pour répondre à ta question, ça va mieux, ça dépend. Mais ouais, ça va, ça dépend. Et aujourd'hui, est-ce que tu es toujours cyberharcelée? Est-ce qu'on peut dire ça s'arrête un jour le cyberharcèlement ou en gros Jamais. Ça s'arrête jamais, en fait. Tu reçois des menaces ponctuellement. Alors, il y a des vagues, en fait. Tu veux, quand je reprends la parole, quand j'ai témoigné dans Combini, quand il y a un article, suite à la décision de la Cour d'appel, il y a eu encore eu un article d'appel au viol et à ce que je sois tuée. En fait, quand tu te tais, il ne se passe rien.
en fait. Mais c'est pas la solution de se taire, tu vois. Enfin, moi, je vais passer ma vie... J'ai déjà passé pas mal de temps à me taire et à rien dire, à voir ce qui se passait, tu vois, à lire des choses, à entendre les politiques. Enfin, ça me met en colère, d'ailleurs, de lire et d'entendre toutes ces récupérations politiques sur le cyberharcèlement, le traitement médiatique qui est fait à ce sujet me hérisse le poil. Mais Ouais. c'est pas très construit comme phrase, je sais plus comment je l'ai Non, commencé. non, Mais... en tout cas, moi, j'ai compris le sens. Ok, bon, tant mieux. Mais c'est ce que tu disais, en fait, on peut pas appeler ça un épisode de cyberharcèlement. En fait, c'est un... En fait, c'est un truc qui est là, ouais, Ouais. qui est tout le temps là. Alors, il y a des vagues plus ou moins fortes, et puis... Mais après, tu vis avec. C'est comme des personnes qui ont une maladie et qui vivent avec cette maladie. C'est pas drôle, mais tu l'acceptes. Ou pas, d'ailleurs, mais en tout cas, moi, je l'accepte. Et est-ce que tu arrives, quand tu es sur les réseaux sociaux, à être... Est-ce qu'à chaque fois que tu postes quelque chose, tu penses un peu à ça? C'est comme une épée Ouais, de Damoclès, tout ouais. le temps. Tout le temps. Bah, d'ailleurs, j'utilise beaucoup moins les réseaux sociaux. Il n'y a que Instagram que j'utilise vraiment, et encore, je dis pas la moitié de ce que je voudrais dire, et je m'énerve en fait moi-même, parce que c'est pas Tu as mon l'impression de te tempérament. censurer. Je me censure, je sais que c'est pas la solution. Je pense qu'il faut dire les choses, parce que quand tu les dis, bah, elles existent. Ouais. En fait, c'est vraiment, j'alterne, tu vois, il y a des moments où je me dis, allez, c'est bon, j'y vais, et puis d'autres moments, tu te reçois plein de menaces, et là, tu te dis, bon, ok, est-ce que ma santé mentale est pas plus importante, tu vois? Tu penses que c'est quoi? C'est en gros, toutes les personnes qui se font cyberharceler, ils gardent des infos sur toi et en fait, dès que tu l'ouvres un peu, que tu donnes ton avis, ils te retombent dessus? Je sais pas comment ils Ouais, font. En plus, j'ai pas envie de leur accorder d'importance, parce que ouais. je considère que... Bon, c'est des gens très dangereux, on est d'accord, mais je pense qu'ils doivent être aussi très malheureux pour faire ça, vraiment être sacrément malheureux pour Et puis bête aussi. aussi, ouais, et bête Je pense pour, que c'est pour le pire détester l'autre. combo, d'être bête et méchant, quoi. Mais, Ouais, c'est ça. est-ce que toi, tu te trouves courageuse? Enfin, moi, je te trouve courageuse, mais toi, comment tu te vois? Ouais, c'est dur de le dire, hein, mais ouais, je me trouve courageuse, en fait, tu vois, affronter le danger, les néo-nazis, l'indécence de mon employeur, la souffrance aussi, la haine de l'autre, et le silence qui, quand il fait pas mal, rend complice. Ouais, moi, je trouve que c'est être courageuse. C'est dur de le dire, c'est pas un truc que j'aurais Mmh. dit de manière, c'est pas mon tempérament, mais parce que j'ai l'impression que c'est hyper prétentieux, mais pour le coup, ouais, je suis courageuse. Enfin, après, j'ai toujours été combative, je vais toujours au bout de ce que je décide d'entreprendre. Mais ouais, grave. Et aujourd'hui, dans ton travail, tu as l'impression de pouvoir, en plus tu es journaliste, Mm. de pouvoir dire ce que tu veux, ou ça reste quand même, une empreinte super forte? Bah, c'est une empreinte, il y a des sujets que je traite pas, Ouais, que tu aurais traité que j'aurais peut-être, il y a traité, 4 ans, mais que ouais, maintenant tu veux plus traiter? que je OK. traite pas. Ou alors, des fois, je me dis, je vais prendre un pseudo, tu vois, mais je trouve ça, enfin, tu vois, c'est encore m'invisibiliser, tu vois, donc ça me va pas. Et encore une fois, je suis persuadée que la solution, c'est pas de se taire, hein. C'est juste que la Il faut se balance est protéger compliquée, aussi, c'est ouais. ça. Surtout quand tu es seule, en fait, Mmh. tu pas une rédac derrière toi, qui te soutient. Ça joue vachement, en fait, dans le fait de bien vivre le cyberharcèlement, si on peut bien le vivre. Et mais voilà. Mais pour l'instant, moi, j'ai jamais vu d'exemple d'hommes cyberharcelés. Il Peut-être y que ça en existe, mais il y en a, en fait, si tu es, handicapé, si tu ouais, es, minorité. ouais, si tu es, gay, enfin si, il y en a, enfin de toute façon, Ouais. il y en a. Mais ouais. On va passer aux petites questions de la fin. Alors, je sais pas si tu connais, je pense que si, tu la connais, Annick Cogent, qui est Oui. journaliste, au Monde, qui fait des portraits de femmes et qui pose souvent cette question, ça donnait un livre d'ailleurs: «Je ne serais pas arrivée là si...» Je serais pas arrivée là si j'étais pas restée droite dans mes bottes. Qu'est-ce qui t'anime, Julie? La vie, l'espoir aussi, la justice, alors, la justice au sens, enfin les choses justes, la justice, pas trop. Enfin, j'en suis un peu revenue, et le vin rouge. Ça importe. Faut que je te présente une de mes sœurs qui est fan de vin rouge. OK, avec plaisir. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? Il y a plein de choses, l'injustice évidemment, alors c'est hyper bateau, mais c'est hyper vrai. Le jugement, forcément, la récupération politique du cyberharcèlement, la responsabilité des médias dans le traitement du sujet, comme j'ai dit tout à l'heure,
les fake news aussi, la maltraitance animale. Je crois que c'est le sujet qui me heurte le plus, la maltraitance animale, vraiment. En fait, je suis en colère vraiment contre la surdité sociale et étatique, de manière générale, sur tous ces sujets. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de Fille? Ouais, il y a Amandine Gay. Je pense que tu sais qui c'est. Complètement, Donc, une féministe, réalisatrice, autrice, et son dernier livre est super. Je ne sais pas si tu l'as Non, je ne l'ai pas lu. Une poupée en chocolat, dans lequel elle Ah, mais repense oui, elle a été adoptée. Ouais. Ok. Elle repense les concepts de la famille, et ce bouquin est vraiment très bien écrit, très bien documenté, et il est vraiment chouette. Et en fait, je l'ai découverte, Amandine Gay. Enfin, elle s'est manifestée il y a plus de 4 ans, au début du cyberharcèlement. Elle a été une des premières à me soutenir sur les réseaux sociaux et contre les néo-nazis, et à s'indigner et à dénoncer les pratiques de ma rédaction, en fait. Elle est montée au créneau. Elle est montée au créneau, et elle a été vraiment d'une grande aide. Il y a une autre personne aussi, Johanna Louisen, qui a sorti un bouquin il y a quelques jours, Si je veux, sur le fait d'être mère solo, célibataire, qui elle aussi m'a beaucoup aidée. C'est elle qui m'a proposé de faire une tribune dans Libération, d'ailleurs sur ce sujet il y a plus de 4 ans. Mon employeur avait refusé, grande classe. Ouais. Et donc ces deux, enfin Amandine Gay pour son bouquin, pour tout ça, et puis Johanna aussi qui a vraiment été d'une grande aide. Et son bouquin, j'ai hâte de le lire, il a l'air super. Puis disons que c'est quand même 2 femmes pour qui le concept de sororité est mis en pratique. Oui, clairement. Et quel genre de fille es-tu, Julie? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que en fait, je trouve que c'est un chemin de savoir qui on est déjà. Et d'autant plus quand on a vécu un événement qui touche à son identité, à son être le plus profond. Et je crois qu'il y a 2 choses, en tout cas, qui n'ont pas changé, où je suis sûre de qui je suis. C'est que je suis une hypersensible et je suis une révoltée. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Cet épisode, je suis émue, c'était passionnant, captivant, révoltant. Merci de t'être confiée. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Fille, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!